Si vous souhaitez qu'on continue à vous emmener là où les autres ne veulent pas ou ne peuvent vous emmener, ici aujourd'hui c'est près de Souja sur la ligne de fond. Téléchargez dès maintenant gratuitement l'application Omerta via Google Store, Apple Play ou via notre site internet www.omertamedia.fr. Téléchargez cette application gratuite, c'est déjà nous soutenir. On compte sur vous. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Comme vous le savez, Omerta, ce sont des reportages, des documentaires que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, mais sur notre site internet en particulier, www.omertamedia.fr. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, n'hésitez pas à partager un maximum nos contenus. Et pour aujourd'hui, dans nos grands entretiens, je reçois un invité particulier, ce n'est pas politique, mais ça l'est encore un petit peu, un sportif, précurseur dans son domaine, précurseur dans le MMA. Cyril Diabaté, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Très très bien et très content de vous recevoir ici. Avant de commencer notre entretien, pour ceux qui ne vous connaissent pas très bien, est-ce que vous pourriez vous présenter et parler un petit peu de votre parcours? Alors je m'appelle Cyril Diabaté, dit The Snake. J'ai 51 ans, j'ai commencé les sports de combat début des années 90 avec la boxe pied-point, la boxe française, kickboxing et boxe thaï. J'ai tout de suite fait de la compétition. Je crois que mon premier combat, c'est 3 mois après avoir commencé. Et ensuite, j'ai évolué, j'ai été plusieurs fois champion de France, ensuite jusqu'à plusieurs fois champion du monde dans différents styles. Et parallèlement, j'ai toujours eu une carrière de coach. Ma première section, je l'ai eue à 23 ans. Donc j'étais coach à partir de mes 23 ans. Et aujourd'hui, j'ai la Snake Team, qui est une équipe de combattants loisirs et professionnels. On est spécialisé dans le MMA, mais c'est vrai qu'on combat un peu dans toutes les disciplines. Donc voilà, D'accord. Vous êtes, c'est un petit peu toute votre vie, le MMA. Ça vous a cadré, ça vous a formé, ça vous a aidé aussi à grandir, en tout cas les sports de combat. Ouais, les sports de combat clairement m'ont aidé à grandir, à évoluer en tant qu'humain, avec tout un tas de valeurs qui sont véhiculées dans ces disciplines. Et c'est vrai qu'à partir de... J'ai eu une enfance un peu difficile et c'est vrai que j'étais mal parti. J'étais turbulent, voire violent. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à pratiquer la boxe, les sports de combat, ça m'a remis sur la voie, on va dire. Et ça m'a cadré, clairement. Ouais. Vous soulevez une question qui est assez intéressante, c'est celle de la violence. Parce que dans nos sociétés, on a tendance à justifier la violence qu'il peut y avoir chez certains jeunes, de par leur milieu de vie, leur cadre d'enfance. Est-ce qu'à un moment donné, on peut justifier la violence de par ses conditions de vie? Je pense qu'à partir du moment où on vit une enfance avec une violence, alors que ce soit physique ou verbale, peu importe, on a tendance à la reproduire. On a tendance à s'exprimer à travers la violence et c'est vrai que les sports de combat et les arts martiaux cadrent ça. C'est un excellent moyen de cadrer et de se remettre sur les rails, on va dire. Donc oui, c'est vrai que pour moi, le jeune qui a été élevé dans un pays en conflit, qui voit la mort, qui voit la violence au quotidien, il y a de fortes chances pour qu'à un moment donné, ça soit sa façon de voir la vie, sa façon de s'exprimer, ainsi de suite. C'est vrai que un jeune de banlieue, par exemple, c'est pas anodin si les champions de boxe, les champions de kickboxing, de MMA, viennent de la banlieue, souvent parisienne, mais dans d'autres grandes villes françaises. C'est parce qu'ils sont confrontés à une certaine violence, à un certain milieu qui fait que ils ont besoin de s'exprimer à travers ça en grandissant. Et c'est une violence qui devient cadrée, qui devient maîtrisée. Donc on arrive à changer quelque chose, en tout cas transformer quelque chose qui est négatif en quelque chose qui est positif. Et ça leur permet de se sublimer.
Voilà, quelque sorte. exactement, se transcender, ouais. Oui. Alors, j'aimerais parler de MMA et surtout de l'actualité. Dernièrement, on a vu un champion de MMA, donc John Jones, champion poids lourd, tout récemment donc conservé son titre, et remettre sa ceinture, le symbole est fort, au président tout justement élu, Donald Trump. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, comment vous analysez cette proximité entre la politique et le sport? Est-ce que les sportifs doivent avoir ce discours politique aussi? Bah, je pense que n'importe quel citoyen, le devoir citoyen, c'est justement s'exprimer sur la politique. C'est s'exprimer sur le rôle du citoyen, c'est voilà, participer à la vie politique, participer à la vie de la cité. Donc c'est important pour n'importe quel citoyen de prendre la parole et de dire ce qui va et ce qui ne va pas. D'autant plus si on est un citoyen notable, avec une certaine image, une certaine notoriété, c'est pratiquement notre devoir. Aujourd'hui, dans notre société, on dit non, les acteurs, enfin tous les célébrités, entre guillemets, ne doivent pas s'exprimer sur la politique, alors que je pense, ça serait à eux de déjà s'informer, s'instruire au niveau de la politique et s'exprimer dessus. Et donc, un John Jones qui s'exprime, qui fait ce geste-là envers Donald Trump, je pense que c'est la moindre des choses. Il faut que les célébrités prennent la parole, déjà s'informent. Ça, c'est un autre sujet, mais s'informer, s'intéresser à la vie de la société, la vie du citoyen, et puis s'exprimer dessus. Je pense que c'est essentiel. Et si je prends par exemple le dernier combat voilà, c'est la polémique, mais le dernier combat de Benoît Saint-Denis, où son adversaire part donc dans un discours assez violent envers Macron, qui en a choqué beaucoup, qui en ont satisfait d'autres. Comment vous avez reçu ça? Est-ce que vous avez trouvé que c'était trop, que ça dépassait? Je pense que c'était à Benoît Saint-Denis d'avoir ce genre de propos. Je pense que c'est, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais, c'est le sportif. Quelque part, il représente son peuple. Un sportif, quand il arrive en haut de la pyramide et qu'il devient un des meilleurs mondiaux, dans le top 10 mondial, et qui représente son pays, il représente aussi la mentalité du pays, l'âme du pays. Donc c'est important qu'il s'exprime là-dessus. Je pense que c'est à Benoît Saint-Denis de s'exprimer comme Moïcano l'a fait. C'est pas au Brésilien qui vient de milliers de kilomètres de la France de s'exprimer et de critiquer la politique française. C'est aux Français de le faire. Donc, à un moment donné, je pense que les célébrités, entre guillemets, devraient prendre leurs responsabilités, s'instruire sur ce qui se passe dans leur pays, s'intéresser déjà à ce qui se passe dans leur pays et s'exprimer dessus. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Souvent, sur mes réseaux sociaux, on me dit « Ouais, t'es courageux de prendre la parole et tout ». Non, je ne suis pas courageux. Je trouve que je fais mon rôle de citoyen, en fait. Et si tout le monde le faisait, on vivrait dans une meilleure société. Dernièrement, quel est le sujet qui vous a le plus interpellé au niveau sociétal, politique Pour moi, c'est la propagande trans. Ça me choque profondément que les Français, d'une manière générale, ne tapent pas du poing sur la table plus souvent par rapport à cette idéologie, par rapport à cette propagande qu'on voit dans les médias mainstream à répétition tout le temps. Comme si la population trans représentait une grande part de la société et comme si c'était des questions qui étaient essentielles, alors que on a des problèmes dans notre société qui sont bien plus présents, bien plus présents et qui sont complètement absents des médias, notamment la pédocriminalité, sachant que il y a une estimation qui a été faite, il y a 160 000 enfants qui sont violés tous les ans en France. Donc quand on entend des chiffres comme ça qui sont complètement hallucinants, il y a un autre chiffre qui m'avait interpellé aussi, ils avaient fait un sondage pour savoir qui avait été en France, qui avait été victime d'agression ou de viol
en étant mineur, et je crois qu'il y avait 10% de la population française. Donc une personne sur 10 a subi des violences sexuelles alors qu'elles étaient mineures. Quand on entend ces chiffres et quand on voit que jour après jour dans les médias mainstream, on parle de transidentité, de problèmes de transphobie ou je ne sais quoi, alors qu'on délaisse complètement la pédocriminalité, les gens qui devraient être punis sortent au bout de, ou même, vont même pas en prison d'ailleurs, ou sortent au bout de quelques jours, quelques mois, et que ça passe à la trappe et qu'aucun média mainstream n'en parle. Je trouve qu'il y a vraiment un décalage, quoi. Un déséquilibre. Il y a un déséquilibre qui est flagrant. Les questions qui devraient être traitées ne le sont pas. Les questions qui sont futiles sont surreprésentées dans nos médias. Et donc, il y a un vrai souci à ce niveau-là. Pour moi, il y a un vrai programme qui est mis en avant, qui va à l'encontre des intérêts du peuple, en fait, tout simplement. Vous posez la question du wokisme comme étant une idéologie qui serait poussée par le gouvernement ou peut-être un État profond. Ouais. Vous considérez donc qu'il y a un agenda où on essaye de, en quelque sorte, pervertir, en tout cas, ces politiques-là essaieraient de pervertir la société? Alors, ça fait des années qu'on me traite de complotiste dès que je m'exprime là-dessus, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est tellement flagrant que comment ne pas le constater? Comment ne pas voir qu'il y a effectivement, alors je viens d'en parler, mais les questions de transidentité, la propagande LGBT, à chaque fois que je m'exprime là-dessus sur mes réseaux sociaux, je suis obligé de faire un disclaimer, je ne sais pas comment on dit en français, mais en gros, non, je ne suis pas homophobe, non, je ne suis pas transphobe. Des pincettes, quoi. Voilà, il faut prendre des pincettes et en tout cas, il faut exprimer sa non-homophobie ou transphobie avant de s'exprimer là-dessus, parce que sinon, on est tout de suite affublé d'une insulte. Donc, mais je pense encore une fois qu'il y a un vrai programme, un agenda qui veut que ces problèmes-là, entre guillemets, ces sujets-là soient surreprésentés dans nos médias, comme si c'était quelque part une norme, une nouvelle norme de notre société. Et donc, il y a clairement un truc qui se passe et qui ne devrait pas se passer. Le fait qu'on présente ça à des enfants aussi, des enfants de moins de 10 ans, qu'on leur présente des cas de transgenre à l'école, on parle de ça à l'école, c'est une aberration. Même si j'ai un certain âge, je me souviens quand j'avais 10 ans, je ne pensais pas du tout à ça. Je ne pensais pas du tout à des questions de transgenre, d'homosexualité et tout. Ce n'étaient pas des sujets qui m'intéressaient. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça intéresse plus un gamin de 10 ans qu'il y a 40 ans en arrière. Est-ce que notre société a perdu, en tout cas la société française, a perdu ces valeurs dites traditionnelles qui arrivaient à cadrer une société et à permettre justement à ces personnes, enfin à ces individus, ces citoyens, d'avancer, de construire sur quelque chose de solide. C'est pour ça que, à force de répéter dans une société, à travers les médias, à force de répéter dans une société qu'il y a une nouvelle norme, que c'est cool d'être comme ci, c'est cool d'être comme ça, au contraire, il faut l'exprimer. Et surtout à des jeunes qui sont en recherche, en construction, qui ne sont pas encore des adultes, entre guillemets, finis, comme si on était dans un moule, on était un morceau d'argile et qu'on est encore mou, qu'on ne s'est pas encore formé. C'est dangereux parce qu'on va forcément teinter cette personne avec certaines idéologies. Et donc, pour moi, encore une fois, confronter des gamins de 10 ans à des questions telles que la transidentité ou je ne sais quoi, le changement de sexe, l'homosexualité. Même j'ai vu des trucs où on parle de sodomie à des enfants de cet âge-là. C'est une aberration et c'est dangereux en plus. Et il y a d'ailleurs
des psychologues qui se sont exprimés là-dessus et qui alertent sur les dangers justement de confronter des enfants de cet âge-là à ces questions-là, parce que c'est tout simplement pas à ce moment-là de leur vie qui devraient être au contact de ces idées-là. Donc tout ça va dans le même sens en fait. On essaie de chambouler un petit peu les cerveaux encore en croissance, les personnalités encore en croissance, même l'intelligence encore en croissance à ces questions-là. Et c'est dangereux. Et pour en revenir à ta question, effectivement, les valeurs, bien évidemment que les valeurs sont inversées, puisqu'à un moment donné, notre modèle, si je ne me trompe pas, notre modèle d'humanité en tout cas, depuis des centaines de milliers d'années, c'est un foyer égale un homme et une femme qui, vivant ensemble, procréent et donnent des enfants. Jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça qu'on a grandi comme espèce. Jusqu'à il y a, je sais pas moi, j'ai l'impression 30 ans en arrière, même plus 20 ans en arrière, où là tout a été chamboulé et qu'on essaie de nous faire croire qu'il y a une nouvelle norme, un nouveau modèle pour notre société qui est complètement ouf, quoi. Qui est complètement ouf. Et moi j'ai l'impression que même si je m'intéresse à tous ces sujets-là, j'ai un recul qui me permet de regarder le truc et je me dis, mais en fait, ce qu'on vit, c'est complètement fou. C'est complètement fou parce que ce qui me paraît être logique ne l'est plus pour beaucoup de personnes dans notre société. Par exemple, j'ai écrit un statut tout à l'heure sur mon compte Insta où j'ai dit une phrase tout con, changer de sexe n'est pas possible pour un humain. Bah, dit comme ça, mais ça va à l'encontre de l'idéologie qui est véhiculée aujourd'hui dans nos programmes mainstream. C'est-à-dire de dire que c'est pas possible de changer de sexe, ce qui est pour moi une évidence. Ouais, une bah, règle. ça l'est plus pour notre société. Une règle biologique, vous dites. Oui, bien sûr. Ça. Donc, essayer de modifier la nature, en quelque sorte, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Domaine de... Tu peux mettre autant de maquillage que tu veux, changer de perruque, mettre des prothèses, machin. Si t'es un homme, t'es un homme. Si t'es une femme, t'es une femme. Il n'y a rien qui va changer ça. Et aujourd'hui, le dire devient presque hors la loi. Et à un moment donné, ça va devenir hors la loi. Les personnes sont condamnées pour homophobie dans le cadre de certaines déclarations. Ouais. Ça pose la question quand même de se dire pourquoi les citoyens français ont une tendance à accepter ces discours-là. Et ça me fait faire le parallèle, et on en parlait avant l'interview, on en a parlé sur le sujet du confinement et de la manière dont l'état d'urgence sanitaire a été décrété et comment les gens ont accepté et intégré l'idée que pour leur sécurité, il fallait les enfermer, il fallait réduire leur liberté. Ouais. Alors je me suis exprimé beaucoup là-dessus pendant le Covid justement parce que je l'ai très mal vécu. Je suis dans le milieu des sports, donc j'ai une salle de sport et le milieu du sport, le domaine du sport a été celui qui a été un des plus impactés pendant la phase Covid parce que tout simplement les salles de sport ont été fermées pendant 18 mois, donc 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, j'ai pas pu exprimer, j'ai pas pu pratiquer exercer, mon sport, oui. J'ai pas pu être coach. J'ai pas pu faire évoluer mes élèves. Et j'ai très mal vécu. Très très mal vécu. Et pendant toute cette période, en fait, je me suis exprimé sur ce qu'on était en train de vivre. Et il y a un truc que j'ai découvert à cette période qui s'appelle la charte de Biderman, qui a été établie par Biderman, je ne sais plus comment il s'appelle son prénom, mais en tout cas, qui a fait une recherche sur toutes les méthodes de coercition de différentes armées. Donc je crois qu'il y a les nazis, je crois qu'il y a les Chinois et les Coréens. Comment imposer justement, comment briser l'esprit de quelqu'un pour lui imposer quelque chose.
Et c'est sur 8 phases. Et les 8 phases, on les a vécues pendant la période Covid. Donc quand on est conscient qu'en fait, ce qu'on a vécu, ça a été moins sanitaire que ça n'a été... je ne sais même pas comment on peut exprimer ça, mais en gros, en tout cas, une méthode de torture psychologique pour nous obliger à faire certaines choses qu'on n'était pas forcément enclin à faire, notamment se confiner. Se confiner, si je te dis si je te dis en 2019, l'année prochaine, on va t'enfermer chez toi, tu vas pas pouvoir voir ta famille, tu vas pas pouvoir travailler, tu vas pas pouvoir sortir t'amuser, et tu vas rester chez toi 23 heures sur 24, tu vas me regarder, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, t'es complètement fou. Et en l'espace de quelques mois, ça a été possible parce qu'on nous a choqués. Donc ça, c'est dans la charte de Biderman aussi, le choc psychologique. On a été choqués psychologiquement à croire qu'on était en train de mourir, qu'on allait mourir, et qu'il fallait faire super attention parce que sinon on allait tuer tous les membres de notre famille. Et ça induit un sentiment de peur tellement intense et profond dans la société qu'ils ont pu nous balloter de droite à gauche et faire ce qu'ils voulaient de nous. Et quand tu as du recul par rapport à la situation et quand tu crains pas la maladie, déjà, je pense que c'est la première chose. Quand tu crains pas la maladie et que tu te dis ce qu'on est en train de vivre, c'est une dinguerie. Je peux pas me travailler. Déjà, je peux pas travailler, je peux pas gagner d'argent. Je peux pas rencontrer les gens que j'aime. Je peux pas voir ma famille. Je peux pas vivre. Je peux pas vivre, tout simplement. Voilà, tout ce que j'ai dit là, c'est vivre, c'est la vie. Donc je peux pas vivre. Et que tu dis, on nous empêche de vivre par crainte de choper un truc qui risque. En plus, c'était quand on voit la maladie, c'était peu mortel. Voire on nous impose certaines thérapies comme le vaccin. Voilà, exactement. Donc tout ça mis ensemble, et plus je vivais ça, et plus je me disais, mais comment ça se fait qu'on nous impose ça? Comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui adhèrent? Ça aussi, ça m'a choqué profondément. Et c'est là où j'ai vu aussi que, en tant que peuple, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où on ne peut plus s'exprimer, ou en tout cas, on a perdu l'habitude de s'exprimer sur notre ressenti, on nous enlève aussi notre capacité à analyser et à critiquer les choses, et qu'on est là, du coup, on devient des espèces de marionnettes complètement sans identité, sans opinion, sans conviction. Et on se laisse balloter, comme on a vu pendant le Covid. Donc, c'est important pour moi que les gens s'expriment. C'est pour ça que quand on me dit « ouais, tu ne devrais pas dire ci », pour moi, la première chose, déjà, c'est s'exprimer. La première chose, la première démarche, c'est s'exprimer, parce que ça induit aussi une recherche. Pour s'exprimer, on doit s'instruire, parce que sinon on passe pour le teubé de service. Donc tu es obligé de t'instruire, tu es obligé de rechercher des choses avant de pouvoir s'exprimer dessus. Et donc il faut s'exprimer, il faut parler de ses convictions, de ses opinions. Est-ce qu'on est dans une société complètement anesthésiée, où on a essentiellement des métiers de service, où finalement on est enfermé dans un bureau, où on est salarié, où on a une même routine. Déshumanisé. Déshumanisé, voilà, tout à fait. Est-ce qu'on en est là? Et donc du coup une société qui n'a plus le courage de s'exprimer. C'est ça, pour moi l'être humain, avant tout, c'est une fantastique machine à analyser. C'est pour ça qu'on est l'espèce dominante depuis un paquet d'années déjà. On est l'espèce dominante parce qu'on a une faculté d'adaptation, une faculté de critiquer, une faculté d'émettre des opinions. Et de nous enlever ça, ça nous laisse, en fait, on est une coquille vide, en fait. Et une coquille vide pour ceux qui sont tout là-haut et qui nous dirigent, et qui nous manipulent, et qui nous ballottent. J'emploie ce mot-là parce que c'est vraiment imagé, mais voilà,
on nous balance de droite à gauche, en haut, en bas, on est des marionnettes en fait. Je vais faire le parallèle avec la société américaine, parce que vous disiez finalement on surreprésente des cas de figure comme la transidentité qui sont pas du tout la problématique principale. Ouais. C'est un petit peu l'analyse qu'on peut faire de la société américaine, où vous aviez par exemple une Kamala Harris qui allait dans des endroits très modestes où les gens n'avaient pas beaucoup de moyens et leur parlait donc de transidentité, d'accepter l'autre, et un Donald Trump qui arrivait en disant « je vais vous parler d'économie, je vais vous parler de votre portefeuille ». Et ça parlait finalement aux Américains, et on a vu le résultat. Qu'en est-il de la société française et de cette classe politique ? Est-ce que vous sentez qu'il y a un retour à la réalité, quelqu'un qui incarne cette parole-là ? Moi, j'ai 51 ans, j'ai jamais voté de ma vie. Parce que, alors que je suis arrivé d'Angleterre quand j'avais 14 ans, ma grand-mère, jusqu'à mes 18 ans, m'a toujours parlé de mon devoir citoyen de vote. Et dès que j'ai eu mes 18 ans, elle était contente. On a été à la mairie faire une demande de carte d'électeur ou je ne sais quoi. Et elle était contente de me dire, voilà, tu vas pouvoir voter maintenant, tu vas pouvoir remplir ton rôle de citoyen. Et je me souviens que j'avais 18 ans. J'étais pas super informé, mais j'avais quand même un certain esprit critique, si je me comparais à mes potes de l'époque. Et je disais à ma grand-mère, mais ça sert à rien de voter. Ça sert à rien de voter. Elle me disait, mais si, mais bien sûr, tu peux changer la société. Et je dis non, ça sert à rien de voter. Parce que le peu que je voyais des politiques, alors je m'intéressais pas forcément à la politique, pas plus en tout cas que mes camarades de l'époque. Mais le peu que je voyais des représentants politiques, je me disais, mais j'ai rien à voir avec ce mec-là, en fait. Déjà, sa façon de s'habiller, s'exprimer, d'où il venait. En fait, je me retrouvais... c'était même pas un humain pour moi. On était diamétralement opposés, il n'y avait rien qui nous rapprochait. Et 40 ans plus tard, c'est la même chose. 40 ans plus tard, les mecs que je vois en tant que candidat présidentiel me correspondent pas du tout, me ressemblent pas du tout, vivent pas du tout la même chose que moi. Je les vois pas plus proches aujourd'hui de moi qu'il y a 40 ans en arrière. Donc déjà, et ça se vérifie parce que la jeunesse d'aujourd'hui, un gamin de 18 ans aujourd'hui, s'intéresse pas plus à la politique aujourd'hui qu'il y a 40 ans en arrière. Il y a très longtemps qu'il y a eu un décrochage entre le peuple et la classe politique. Parce que le peuple, inconsciemment, comprend très vite qu'ils n'ont rien à voir avec nous. D'ailleurs, on accepte même que les lois qui sont nos lois ne leur correspondent pas à eux. Et donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les lois qui comptent pour nous, en tout cas, qu'on nous impose. Par exemple, c'est-à-dire que vous dites qu'il y a deux justices. Il y a une justice pour eux, une justice bien pour sûr, eux. il n'y a même pas de justice pour eux, parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, renverser des gens, se droguer, sortir pendant le confinement. Là, on parlait du confinement. Ils passaient à la télé, la classe politique passait à la télé sans masque, dehors, avec des regroupements, en nous disant en même temps, il faut sortir avec un masque, sinon vous allez prendre une amende. Si vous vous regroupez, vous allez prendre une amende, ainsi de suite. Donc, ils sont en train de nous dire, dans les médias grand public, les lois qu'on vous impose ne sont pas les nôtres. On peut faire ce qu'on veut, mais vous êtes obligé de vous confiner, de vous masquer, ainsi de suite. Donc, maintenant, aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. C'est-à-dire que le peuple, un peu... carrément résigné. On est des esclaves, on s'est résigné à notre état d'esclave. Et nos maîtres, c'est nos maîtres. Voilà, donc les règles qui sont bonnes pour nous ne sont pas les mêmes pour eux. Mais quelle sera la réaction ? Parce qu'on a eu par exemple une période où il y a eu les gilets jaunes, pendant plusieurs mois où les gens manifestaient, sont descendus, on fait des barricades. C'est simple, hein. Aujourd'hui, on arrive dans une société où... la répréhension devient monnaie courante. Quand
il y a un tel ras-le-bol que le peuple descend dans la rue. Alors, on l'a vu pendant les manifestations, même les gilets jaunes. Ensuite, il y a eu les manifestations pendant la période Covid, où on sortait dans la rue pour être contre le confinement ou je ne sais quoi. On est réprimandé. Il y a une violence étatique qui s'exprime avec les CRS, avec... En même temps, on pourrait vous répondre l'idée de violence légitime, qui est nécessaire pour l'État pour garantir l'ordre. C'est ce qu'on pourrait vous répondre. On a le droit, c'est dans notre constitution, on a le droit de manifester. Si on n'est pas d'accord avec l'État, on a le droit de manifester. C'est un droit citoyen. Dès lors où on nous nous retire ce droit de manifester, il nous reste plus quoi. Donc on n'a pas le droit de descendre dans la rue pour manifester notre mécontentement. On n'a pas le droit d'exprimer notre mécontentement sur les réseaux sociaux parce qu'on va être shadowban, censuré, ainsi de suite. Donc à quel moment on peut s'exprimer? Non, on a juste le droit de fermer nos gueules et de courber les chines en fait. Et c'est ça qui est, pour moi, de plus en plus, qui est flagrant. Par exemple, dans mes réseaux sociaux, je suis shadowban tout le temps. Ça fait depuis 2009, je crois que j'ai un Facebook. Bah, j'ai eu plusieurs mois d'interdiction de mon compte Facebook, où j'avais pas accès à mon compte Facebook pendant, je sais pas moi, 6 mois, un truc comme ça. Notamment pendant la période de Covid, où je me suis exprimé sur les vaccins, sur un laboratoire P4 à Wuhan qui serait peut-être à l'origine du virus. Alors à une époque, si on disait ça dans nos réseaux sociaux, on était shadowban, on avait un compte bloqué. 2 ans plus tard, on nous a dit que peut-être que la source, la probabilité d'un virus qui serait échappé du laboratoire de P4 à Wuhan serait la théorie la plus logique, d'après les experts. Donc 2 ans avant, on nous dit c'est interdit de le dire. 2 ans plus tard, c'est des experts qui nous ont interdit de le dire, qui nous disent ouais, bah, forcément, il y a peut-être une probabilité. Donc, ils font ce qu'ils veulent de nous. On n'a pas le droit de s'exprimer comme on veut. Si on n'est pas content et qu'on descend dans la rue, on y tire des balles en plastique dans la tête. On vit, et quand je dis qu'on va vers un monde totalitaire, ouais. On me traite encore une fois de complotiste. Et pourtant, j'ai l'impression que je ne vis pas la société de la même façon. En tout cas, je n'ai pas le même regard sur la société que peut-être une majorité des gens. Je ne sais pas, c'est difficile de quantifier, mais les complotistes, ça serait bien un jour de faire un sondage et de voir combien de complotistes, entre guillemets, on est parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Est-ce qu'à partir du moment où une personne se pose une question, elle n'est pas vite taxée de c'est ça, c'est ça. À partir du moment où tu te poses des questions, tu es complotiste. T'es sûr que c'est bien de s'injecter avec un produit expérimental qui n'a pas été jusqu'au bout des phases de test et tout, aussi vite, t'es sûr? T'es complotiste, ou t'es anti-vax, ou t'es je sais pas quoi, ou t'es transphobe, ou t'es... Aujourd'hui, on a affublé de tout un tas d'insultes ou de qualificatifs qui correspondent à rien, en fait, juste parce que tu t'es exprimé et que tu t'es posé des questions. Vous avez beaucoup voyagé et vous avez vu donc beaucoup de modèles de société, vous avez eu des retours aussi sur la manière dont les gens voient la France. Est-ce que vous avez encore des contacts qui voient de l'extérieur la situation de la France et qui s'inquiètent et qui vous disent qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Il y a souvent un décalage entre, et ça aussi je l'ai exprimé pas mal dans mes réseaux sociaux, en fait. Je crois que j'ai visité 51 ou 52 pays. J'avais fait un listing il n'y a pas si longtemps que ça, mais 51 ou 52 pays. Donc j'ai quand même beaucoup voyagé par rapport à la moyenne des gens. Je suis passionné des différentes sociétés, civilisations. Donc quand je suis sur place, j'aime bien parler avec les locaux. Et c'est sûr qu'il y a
y a tout et n'importe quoi partout dans le monde. Hein. Il y a notre société française qui ne ressemble pas du tout à la société japonaise. Là, j'étais au Japon il y a 2 semaines. On est complètement différents. C'est même idéologiquement, même... on est vraiment différents, bref. Et pour autant, à chaque fois que je vais dans différents pays, je m'aperçois de la même chose. C'est qu'il y a un décalage entre ce que vivent les autres sociétés et ce que pensent la société, les locaux de cette société à l'étranger. Il y a comme un espèce de filtre, un prisme automatique qui fait que l'Américain va fantasmer la société française et les Français vont fantasmer la société américaine. Il y a tout un tas de trucs qui se chamboulent. À moins d'aller sur place et de voir avec ses propres yeux, c'est compliqué de se faire une idée précise de ce que les Américains vivent. Et pourtant, nos sociétés se rapprochent. On s'habille de la même façon, on a même moyens de consommation, les exactement. Les produits. Exactement. Mais pour autant, on a vraiment une vision qui est approximative, pour ne pas dire des fois qui est complètement à l'opposé de ce qui se passe sur place. Par exemple, j'étais en Tchétchénie à une époque où on parlait de camps de concentration pour les homosexuels. Quand j'étais sur place, ça venait de sortir et j'ai posé des questions et j'ai dit mais c'est vrai que ça existe des camps de concentration pour les homosexuels. Et il y en a qui me rigolaient au nez, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y en a qui me disaient ouais, c'est vrai qu'ici on n'aime pas les homosexuels. Mais de là à ce qu'on ait des camps de concentration. En tout cas, nous, on n'est pas au courant. Donc, c'est un peu ça qu'on me disait. Pour autant, dans le monde occidental, en tout cas en France, et je pense aux États-Unis et dans le monde de l'Est, de l'Ouest, je veux dire, on nous disait, titre après des gros titres, qu'il y avait des camps de concentration en Tchétchénie pour les homosexuels, ainsi de suite. Et sur place, ils n'étaient pas au courant. Donc, il y a une tendance à grossir les traits, il y a une tendance à exagérer. À exagérer, à raconter un petit peu de la merde aussi, complètement, de temps en temps, même tout le temps. Et donc, mais si on reste focalisé sur cette idée-là, ça peut biaiser notre vision de tel ou tel pays. D'ailleurs, moi, mon anecdote perso, c'est j'ai été élevé en partie par ma grand-mère, qui a, je pense qu'elle a voyagé peut-être dans 6 ou 7 pays dans sa vie, des pays souvent limitrophes. Je crois que le plus loin qu'elle a été, c'est aux Antilles. Et pour autant, elle avait une vision très précise, en tout cas dans sa tête à elle, elle avait une vision très précise de ce que vivaient les gens dans tel ou tel pays. Donc les Russes, ils sont comme ça, ils ont ci, ils ont ça, et pour autant, elle n'avait jamais été en Russie. Et la vision qu'elle avait de ce pays-là, ou ces pays-là, même des pays comme le Portugal ou les pays africains, elle n'avait jamais foutu les pieds. Et le seul truc, son opinion en fait de tel ou tel pays, c'était faite uniquement sur ce qu'elle avait vu dans les médias mainstream. Voilà, donc à un moment donné, si ta vision de telle ou telle chose, ta seule source, c'est les médias mainstream, très vite, c'est facile de biaiser, de donner une vision du monde ou de tel ou tel pays ou de tel ou tel fait. C'est très facile de donner à la masse, quoi. C'est intéressant parce que vous parliez de la Russie et du point de vue de la société française ou des médias mainstream, on a l'impression d'avoir affaire à une société totalitaire, une dictature, où on ne peut rien dire, où tout est cadenassé. Quel est votre point de vue sur le conflit en Ukraine en partie, mais aussi sur cette société russe qu'on décrit comme le grand méchant de notre époque? Alors, c'est le pays que j'ai le plus visité, la Russie. J'ai été un peu plus d'une 20aine de fois. Et c'est un des pays les plus grands du monde. Donc on a de tout en Russie. À Sochi, c'est une station balnéaire où il y a des palmiers.
Et en Sibérie, j'ai connu du moins 35 degrés. Donc, on a de tout. Il y a une région où il y a un climat méditerranéen et il y a une région où il fait une amplitude de, je crois, c'est 50 ou 60 entre les jours les plus chauds en été et les jours les plus froids. Ouais. Il y a plusieurs ethnies, enfin il y a plein d'ethnies, ça va de l'asiatique, du bridé au slave. Donc la Russie, et pour chaque région, il y a une culture presque différente. Même si ils ont une seule langue et qu'il y a une idéologie qui est quand même vachement conservatrice, traditionnelle, par région, il y a quand même des différences. Et donc, de cantonner un pays qui est si différent par rapport où tu te trouves dans le pays, à un peuple de grands méchants, c'est complètement débile. C'est comme dire, ouais, les Anglais, c'est comme des Portugais. Ils pensent la même chose, ils mangent la même chose. Non, la Russie, c'est tellement vaste. Il y a tellement de traditions, de cultures différentes au sein du même pays que de dire ils sont comme ça et faire une généralité du peuple russe, c'est une aberration en fait. Et à la tête de ce continent, tu as un mec. Alors, à chaque fois que je m'exprime sur Poutine, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Sur quelle occasion pour des Parce qu'il aime les sports de combat. Oui, c'est un ancien judoka. Voilà, c'est un ancien judoka. Il aime les sports de combat, le MMA notamment. Et donc, je l'ai croisé plusieurs fois sur des différents événements en Russie. Je crois que j'ai rencontré 2 fois. Je parlais de la Tchétchénie, j'ai rencontré Kadyrov aussi. Chef d'État tchétchène. Et donc, alors je dis pas que c'est un enfant de cœur, loin de là. Je pense que déjà pour être dirigeant d'un pays aussi balèze, tu as forcément fait des trucs. Ouais, c'est pas tout net quoi. Ouais, c'est pas tout net, ouais. Pour autant, à chaque fois que j'y suis allé, j'ai parlé aux Russes sur place et je leur ai posé des questions sur ce qu'ils vivaient au quotidien, comment ils voyaient leur président. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui est respecté, énormément respecté par son peuple parce qu'ils sont conscients, en tant que citoyens russes, que diriger un pays aussi vaste, avec des mentalités aussi différentes et un peuple aussi dur, il faut quelqu'un avec des ouais. Avec des grosses baloches. Des gros arguments. Ouais. Et donc ça, c'est une idée générale qui revient tout le temps. Qu'est-ce que tu penses de Poutine? Alors, il y a la nouvelle génération qui est influencée par l'Ouest et le wokisme, qui est complètement à l'opposé de Poutine, qui ne le voit pas d'un bon œil, forcément. Mais sinon, la grande majorité du peuple russe n'est pas woke. Et ils sont plus ou moins d'accord avec ce qui se passe dans leur pays. Et ils sont assez respectueux de Poutine. Parce qu'ils sont conscients que, en tant que peuple, ça ne doit pas être évident à tenir. Et d'ailleurs, il y a plein de fois où j'ai demandé à des combattants qu'est-ce qu'ils pensaient de Poutine. Ils disaient non, Alors les combattants, pour le coup, ils sont pro-Poutine dans l'ensemble parce que ils représentent l'homme à poigne, l'homme fort, charismatique, qui utilise la force avec justesse. C'est un judoka. Voilà. C'est-à-dire qu'il sait utiliser les faiblesses de l'adversaire, créer le déséquilibre et surtout en utilisant le moins d'énergie possible. Ouais. C'est un stratège. Voilà. Ouais, c'est un joueur d'échecs aussi. Ouais. Mais quand je parle avec des combattants, ils sont conscients que ils disent la même chose que ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il a fait du sale, mais pour le plus grand bien, je pense.
Vous considérez que les Français ont à apprendre donc, de la société russe, plus que les Russes n'ont à apprendre que des Français? C'est dur. Je pense que même si on a des dirigeants qui... Parce que vous parliez d'avoir des arguments. Oui, bien sûr. Est-ce qu'en France, il y a encore des arguments? Ouais, non, je critique énormément la société française parce que je suis français, je suis fier de l'être et que j'ai envie que les choses s'améliorent pour nous. Mais il n'empêche que on a des belles choses encore dans notre pays, même si ça part en couille. On a quand même des belles choses, on a une culture française, même si Macron dit le contraire. On a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, les Russes s'y retrouvent bien, puisqu'ils sont très friands de la culture française eux aussi, que ce soit la cuisine, le luxe, l'art, la littérature aussi. Donc ils sont très friands de plein d'aspects de la société française. Pour autant, leur idéologie traditionnaliste, conservatrice, ils ne vont pas la troquer d'ici peu. Hein. Donc je pense qu'ils sont vachement critiques par rapport à notre influence, à l'influence des États-Unis sur nous. Ça, c'est sûr. Pour autant, non, je pense que c'est pas pour rien que les Ruskov, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, dès qu'ils avaient un peu d'oseille, ils venaient en France. Hein. Pour le dépenser, ouais, bien sûr. Ils venaient en France. La Côte d'Azur, notamment. La Côte d'Azur, Monaco. Enfin, Monaco, c'est pas la France, mais ils venaient en France pour dépenser leur argent parce que pour eux, c'est le nec plus ultra d'une société sophistiquée, quoi. Donc, la société russe est très... c'est très intéressant que vous en parliez parce que la société russe est très... comment dire, a beaucoup d'intérêt pour l'aspect spirituel, beaucoup de respect, de considération pour la spiritualité. On l'a vu d'ailleurs quand Vladimir Poutine a réintégré dans la constitution russe la notion de Dieu, de religion. Est-ce que finalement en France il ne manque pas cet aspect-là, cette spiritualité, cette âme? Alors moi c'est un athée qui le dit. Je pense que la spiritualité, c'est aussi pour ça que l'inversion des valeurs est possible. C'est que on a tué la spiritualité de notre société. En tout cas, on fait en sorte de la tuer. Et que forcément, à partir du moment où il n'y a plus que le matériel qui intéresse les gens et qui est mis en avant inlassablement dans nos médias, et que on retire la spiritualité des gens, forcément, on va être de plus en plus maniable, on va être de plus en plus manipulable. Et c'est là où le peuple russe, et d'autres peuples, il n'y a pas que les Russes, mais à partir du moment où tu as une très forte spiritualité, c'est compliqué pour les gens qui dirigent en haut, à moins de se servir de cette spiritualité, mais c'est beaucoup plus dur pour eux de manipuler le peuple, je pense. Surtout si cette spiritualité est ancrée dans certaines valeurs que l'Occident essaie de pervertir. Ouais. Donc, les Russes sont très spirituels, sont très croyants. Et forcément, parce que cette spiritualité et cette croyance s'ancrent aussi dans certaines valeurs, ça va être compliqué pour eux d'adhérer à ce qui se passe en Occident, quoi. À des changements radicaux, de principes. Et c'est parce que le peuple français a abandonné cette spiritualité que ça laisse place au wokisme, ça laisse place à toutes ces idéologies complètement... Vous appelez à un retour de la spiritualité, vous, en France? Alors c'est là où je suis optimiste, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'ils vont tellement tirer sur la corde
Que les gens vont... que les gens vont forcément revenir à une spiritualité. À un moment donné, le dieu argent ou le dieu capital ou le dieu, peu importe, c'est la vacuité. Il y a un moment donné, il y a un vide on va forcément aller retourner vers la spiritualité. Je ne parle pas de Dieu, hein, forcément. Je parle de spiritualité dans son ensemble, en fait. Et, donner un sens. Donner un sens, voilà, exactement. Donner un sens autre que le matériel. Parce que sinon... sinon on va à l'encontre de tout, en fait. Et je pense que forcément, on va retourner vers la spiritualité. On va retourner vers le vrai sens de la vie. C'est pour ça que les idéologies LGBT, transgenres et tout ça, je pense que c'est voué à l'échec à un moment donné. Parce que ça va à l'encontre de la vie, en fait. Ça va à l'encontre de ce qui fait de nous des hommes, en fait. Hommes en tant qu'humains. Donc forcément, il va y avoir un retour à la spiritualité. Peut-être c'est mon côté optimiste. Optimiste, oui. Qui s'exprime, mais je vois pas comment... par exemple, de bombarder, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais bombarder les enfants avec cette idéologie de... Tu peux choisir ton sexe, tu peux choisir ton orientation sexuelle, et puis même tu peux passer d'une à l'autre, tu peux être fluide, tu peux te prendre pour un chien, tu peux te prendre pour un lampadaire, tu peux... apprendre ça à des enfants, forcément, tôt ou tard, on va droit dans le mur, et à un moment donné, les parents qui sont quand même aimants, j'espère, ils vont plus être d'accord, en tout cas. On peut pas laisser son enfant aller à l'école, sachant qu'on leur apprend tout un tas de trucs qui sont complètement aberrants, et puis... et finalement, les dérégler pour le reste de leur vie, quoi. Exactement. Donc je pense qu'à un moment donné, ne serait-ce que par rapport à l'éducation des enfants, et ce qui se passe avec l'éducation nationale et les idées qu'on essaie de leur donner, de leur imposer, à un moment donné, c'est plus possible autrement. Je pense pas que... Moi, j'ai 2 enfants, je vois pas comment des parents pourraient laisser faire, en fait. Tôt ou tard, à un moment donné, peut-être qu'il va y avoir une goutte d'eau, tu vois, qui va faire déborder le vase, et il y a un truc qui va... Mais je pense que tôt ou tard, les gens vont se rebeller, parce que ça va trop loin, là. On a parlé de la place de la spiritualité, et qui peut inquiéter certaines personnes, parce que ça peut être une forme de protection, de se réfugier dans sa spiritualité, voire de manière radicale. Et en France, c'est une question que beaucoup de politiques, voire de personnes, citoyens, se posent sur les risques de radicalité religieuse. Quel est votre point de vue là-dessus, sur le fait que certains ont peur d'un choc de civilisation, si tant est qu'on soit en face le grand remplacement, par exemple. Ou grand remplacement, oui, bien sûr. Forcément, si on nous bombarde la nature s'équilibre, il y a toujours... la nature essaie en tout cas de s'équilibrer. Forcément, si on a une idéologie qui est une aberration, pour contrepenser, il y a une autre idéologie qui va arriver, qui va contrebalancer cette première idéologie. Il y a un refuge qui se crée. Exactement. Une sécurité. Exactement. Si je me sens heurté par une idéologie, je vais aller vers son alter ego, son contraire. Donc forcément, il va avoir de la radicalité religieuse. C'est une évidence. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, je pense que il va avoir un retour de spiritualité, parce que l'extrémisme religieux, pour moi, c'est pas la spiritualité. Là, on est au contraire, c'est le contraire. C'est une expression de la violence. Voilà, finalement. exactement. C'est le contraire. Là, c'est plus de la spiritualité,
c'est peut-être tout ce qui est négatif chez un homme qui s'exprime à l'extrême. Donc c'est pour ça que peu importe l'idéologie extrémiste qu'on nous impose, à un moment donné, ça va pousser l'homme à rechercher une réponse spirituelle. D'accord. Et vous qui êtes pratiquant, vous avez l'expérience d'un sport qui nécessite énormément de courage. Ouais. La société française et l'intérêt aussi qui est porté à ce sport, parce qu'il y a une mode aussi qui s'est créée autour de ce sport. Est-ce que vous trouvez que c'est aussi quelque chose de positif qui va amener des valeurs beaucoup plus, je dirais, terre à terre, concrètes? Je pense que, et ça je le dis souvent, une des réponses pour ce qui se passe dans le chamboulement dans notre société et cette recherche, en tout cas, des dirigeants de nous chambouler et de nous imposer des idéologies qui sont aberrantes. Hors sol. Hors sol. Ouais. Une des réponses, pour nous en tant que peuple, c'est la pratique des arts martiaux et des sports de combat, parce que, pour le coup, avec cette pratique, on est ancré dans des valeurs. On est ancré dans des valeurs qui sont essentielles à l'humanité. Par exemple, le travail. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de résultat. Ouais. Tout à fait l'inverse de ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux de nos jours, où on t'apprend que non, tu peux gagner 40 000 euros par machin sur OnlyFans en montrant ta schneck. Ouais. Tu vois. Donc ça c'est une valeur qui est complètement véhiculée dans nos médias de nos jours, qui va à l'encontre complètement des arts martiaux et des sports de combat. Dans le dojo, dans ma salle, à la Snake Team, à Épinay-sur-Seine, quand tu arrives, tu apprends très très rapidement que si tu ne travailles pas, tu n'as pas de résultat. Si tu veux devenir un des meilleurs combattants de la salle, ça veut dire qu'il va falloir que tu travailles plus que les autres. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, comment dirais-je, de passe-droit, il n'y a pas de passe-droit, d'entourloupe, de raccourci. Si tu veux un résultat, il faut que tu travailles. Si tu viens à la salle, il y a des règles qui sont strictes. Et si tu veux avoir des résultats, tu vas devoir t'imposer ces règles, suivre ces règles pour pouvoir t'entraîner. Donc, il y a tout un tas il y a un processus qui se met en place dans une salle d'arts martiaux. Il y a aussi le collectif. Parce que le collectif, ouais. Récemment, vous parliez de la dernière performance de Benoît Saint-Denis. Ouais. Et vous reveniez sur le fait aussi que d'avoir une bonne équipe, des bons conseils autour de soi, c'est une nécessité à ce niveau-là. Ça prouve aussi que ce n'est pas seulement un sport individuel, mais c'est aussi un sport collectif. C'est un sport collectif. Pour être performant dans les arts martiaux, tu as besoin d'un groupe autour de toi. Ne serait-ce que des sparring partners, donc des partenaires d'entraînement qui vont se confronter à toi lors de sparring, lors de randori. C'est-à-dire que tu es en face de lui et tu fais un mini-combat où les coups sont moins intenses, mais c'est quand même viril. Donc tu as besoin de sparring, tu as besoin de coéquipiers pour t'affronter, tu as besoin d'un sensei, tu as besoin d'un coach qui va te donner la technique et qui va te donner les principes martiaux. Aussi, qu'on a perdu dans la société aussi. Exactement. On a la ponctualité. Il y a tout un tas de choses que tu travailles que tu vas développer dans une salle d'arts martiaux, que tu ne travailles plus dans la société d'aujourd'hui. La hiérarchie, déjà, elle est implicite dans une salle d'arts martiaux. Quand tu arrives, donc tu as le sensei, tu as le coach, le head coach, le crew, peu importe comment tu l'appelles, qui est tout en haut de la pyramide. Ensuite, en dessous, tu as le senpai, c'est l'étudiant, l'élève gradé, qui est juste en dessous du sensei, qui lui va être le tampon entre le sensei et l'élève de base. Tu vois. Donc il y a une hiérarchie qui est implicite, qui existe dans un dojo, qu'on n'a plus du tout dans la société aujourd'hui. Et il y a un truc qui lie tout ça, c'est le respect.
c'est le respect. C'est-à-dire que l'élève, qui est tout en bas de la hiérarchie, il va respecter l'élève qui est au-dessus de lui, et ainsi de suite, et jusqu'au maître. Sinon, de toute façon, il y a le retour au réel. Voilà, exactement. Voilà. C'est la limite concrète, c'est le mur. C'est exactement ça. C'est aujourd'hui, pourquoi les gamins ne respectent plus leurs parents, pourquoi les parents ne respectent plus les flics, pourquoi les flics, ainsi de suite, jusqu'à tout en haut. Parce qu'il y a pas les mêmes sanctions, il n'y a pas la peur de la sanction, il n'y a pas la peur de... Aujourd'hui, dans notre société, on parle des mauvais aspects de la violence, l'aspect négatif. On disait, ouais, la violence, c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal. Dans une salle d'arts martiaux et de sport de combat, tout est construit autour de la violence, et une violence maîtrisée, contrôlée. C'est-à-dire que quand tu arrives dans le dojo, tu respectes le mec qui est au-dessus de toi parce que tu sais que grâce à la violence, il peut te mater. Et ainsi de suite, jusqu'au maître. Et le maître, en fait, qui représente le savoir ultime en violence, tu le respectes plus que tout parce que c'est lui qui détient le pouvoir. Parce qu'il est passé par toutes les étapes. Exactement. Et en plus de ça, il est passé par toutes les étapes. Donc parce qu'il est passé par toutes les étapes, tu le respectes encore plus. Parce que lui, il a été dans le dur. Et tu sais qu'il a été dans le dur. Tu sais, en plus, aujourd'hui, dans le MMA, par exemple, un mec comme moi, il y a des vidéos. Donc il y a de la preuve que ce que je raconte quand je suis dans le dojo, c'est du concret. Parce que j'ai des preuves. Pas du mytho-jitsu. Il n'y a pas de mytho-jitsu, voilà. Donc c'est un des seuls endroits aujourd'hui dans notre société où le respect est mérité, en fait. Tu vois, le respect est mérité et les valeurs aussi qui sont véhiculées. On me respecte à la salle. Mes élèves qui sont avec moi depuis belle lurette me respectent aujourd'hui et pour mon passif en tant que combattant, mais aussi par rapport aux valeurs que je véhicule, à travers la pratique, à travers les arts martiaux, les sports de combat. Et j'espère, enfin j'ai cette satisfaction qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont passés par chez moi, qui ont été teintés par mes valeurs, et qui aujourd'hui, ces valeurs-là font partie de leur vie. Mais il n'y a pas que moi, il y a forcément la pratique en elle-même qui te teinte. Tu pratiques les sports de combat, et comme tu veux des résultats, tu es obligé de te plier aux règles, tout simplement. Ça apprend aussi l'humilité. Exactement, bien sûr, parce que tu te fais casser la gueule. Finalement, pour conclure notre entretien, est-ce que vous diriez que pour toute cette jeunesse, peut-être qui se sent perdue, ou alors qui a envie d'exprimer une certaine violence contre l'État ou certaines injustices, est-ce qu'il faudrait généraliser les sports de combat un peu à la façon russe? Ouais, pour moi c'est indispensable. Aujourd'hui, un des moyens pour contrebalancer la violence, la violence idéologique, la violence sociétale, la violence étatique, c'est la pratique des arts martiaux, des sports de combat pour tout le monde. Tu vas au collège, à partir du collège, tu as la classe de lutte ou classe de jiu-jitsu brésilien ou de kickboxing imposée aux élèves. Ça apprend toutes ces valeurs dont j'ai déjà parlé. Ça recadre aussi la violence. Et puis, ça fait... aujourd'hui, on a aussi une société qui produit, qui fabrique des victimes. Il faut contrecarrer ça, il faut fabriquer l'antithèse de la victime, c'est-à-dire le guerrier, le mec qui se bat, quoi. Des hommes avec un grand H. Des hommes avec un grand...
et des femmes aussi. Oui, c'est pour ça. Oui, oui. Un être humain complet. Exactement, exactement. Un être humain complet. Des femmes qui savent se défendre. Qui sont capables non pas de faire des victimes, peu importe ce qu'elles disent, mais qu'elles soient capables de se défendre physiquement, idéologiquement, voilà. Et les mecs, c'est pareil. Et ça serait pour moi un des remèdes évidents pour les maux de notre société, c'est faire des humains plus sages et plus complets. Voilà. Tu as employé le bon mot, complet. Et c'est important de savoir se défendre et physiquement et psychologiquement, mentalement, idéologiquement. Tu vois. Et la pratique des sports de combat, des arts martiaux, c'est un très bon moyen. Cyril Diabaté, merci beaucoup pour cet entretien très riche. On a parlé de beaucoup de choses, sport, politique, évidemment tout s'articule, comme vous l'avez démontré. Peut-être à bientôt pour un nouvel entretien. Avec on pourra plaisir. reparler encore une fois et on parlera peut-être un peu plus aussi de l'aspect sportif et de nos aussi champions français qui montent. Il y avait certains noms qu'on aurait pu citer, Saladin Parnasse, d'autres on aurait pu parler, mais je sais que ça vous tenait à cœur de parler un petit peu plus société et politique comme on l'a fait. On aura l'occasion d'en reparler. Chers abonnés de la chaîne YouTube Omerta, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir suivis. N'oubliez pas de relayer un maximum nos contenus, de commenter, de nous suivre aussi sur tous nos autres réseaux, également sur le site internet www.omertamedia.fr. Je vous rappelle aussi notre magazine, que vous pouvez retrouver notre magazine dans plus de 5000 kiosques à travers toute la France. Je vous dis à très bientôt.